Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Parlons RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Potier-Rossi, qui est directeur associé chez Calapa. Bonjour Arnaud. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Manon. Bienvenue et merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc on va parler de l'intelligence collective et de la créativité comme réponse aux enjeux RH. Tout à fait. Alors, juste avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, quelques mots sur le sommaire et sur les modalités du webinaire. Donc, ce webinaire durera 45 minutes, comme tous les webinaires Parlons RH, et il sera composé de 3 grandes parties. Donc, dans un premier temps, on posera un petit peu les bases, on donnera quelques définitions et on parlera un petit peu de contexte. Dans un deuxième temps, on verra les différents enjeux RH actuels et comment on peut y répondre grâce à l'intelligence collective et à la créativité. Et dans un troisième temps, on verra les champs d'application, les solutions qui peuvent être mises en place. Chacune de ces 3 parties sera suivie de moments d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc, à ce sujet, je vous invite à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter, interagir entre vous tout au long du webinaire. Et en revanche, si vous avez des questions à poser à Arnaud, je vous invite à les poser dans la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. Il me semble que j'ai fait le tour pour les modalités. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, absolument. On compte sur votre participation d'ailleurs. Du coup, sans plus attendre, Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites chez Calapa et sur qui tu es? Alors moi, je m'appelle Arnaud Potier-Rossi, je suis cofondateur de l'agence de transformation et de communication qui s'appelle Calapa. Le Calapa, en fait, c'est en langue sanskrit, ça veut dire qui lie les choses entre elles, qui crée du lien, qui est le propre de notre mission, créer du lien entre nos clients et leurs différents publics, qui peuvent être des candidats, des collaborateurs, des clients, des institutionnels, bref, tous les publics du monde de l'entreprise. L'agence fera ses 14 ans en février 2024. Voilà, je l'ai cofondée avec Cécile Ponchel. Et je suis aussi facilitateur en intelligence collective et en créativité depuis 10 ans. Je suis enseignant dans certaines écoles où j'enseigne les techniques créatives et l'intelligence collective. Et je suis aussi formateur en entreprise sur ces techniques. Un large CV. Un petit peu. Merci pour cette présentation. Alors moi, j'ai quelques questions à te poser pour qu'on comprenne un peu plus ce que vous faites et puis pourquoi tu es là aujourd'hui pour nous parler d'intelligence collective et de créativité. La première, c'est un peu savoir qui sont vos clients, quelle typologie d'entreprise, quel secteur d'activité vous accompagnez. Ouais. Alors en fait, nous, on n'a pas de portrait robot de nos clients, puisqu'on travaille dans tous les secteurs d'activité. On ne veut surtout pas se spécialiser dans un secteur d'activité ou dans des tailles d'entreprise. Donc on va travailler, à part avec les TPE, on va travailler avec tout le scope des entreprises, voilà, que ce soit des entreprises françaises, des groupes internationaux. On va travailler aussi bien dans le privé que dans le public. On a accompagné pendant 2 ans notamment le château de Versailles, à la fois sur la construction de sa marque employeur, mais aussi sur l'optimisation, la transformation de l'équipe RH. Voilà, c'est dans un beau projet et dans un super lieu magnifique avec une très belle équipe RH du château de Versailles, à qui je passe le bonjour s'ils regardent le web. Et de quelle manière justement vous accompagnez ces différents clients? Alors on les accompagne, c'est assez, on fait toujours du sur-mesure, voilà, ça c'est la première chose. Et concernant tout ce qui va être le scope de l'emploi, on va dire des ressources humaines, on les accompagne en fait, que ce soit sur de la communication du marketing RH, ça c'est un premier point, donc de la marque employeur, communication de recrutement, tout ce qui va être onboarding, tout ce qui est communication vraiment plus. On va avoir aussi un travail sur l'alignement entre la promesse employeur et l'expérience collaborateur. Voilà, donc comment faire en sorte d'être aligné. Et enfin, troisième projet, et on en a de plus en plus des projets de transformation, de changement de la structure, de l'organisation, dans un but de mieux travailler, à la fois d'efficience, mais aussi de plaisir au travail. Merci Arnaud. Alors j'ai une toute dernière question avant de rentrer dans le vif du sujet. Sur la slide, je vois que tu as mis que vous remportez 2 à 3 prix en créativité RH par an. C'est un peu pas forcément étonnant, mais on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est un prix en créativité RH? Alors ouais, tous les ans, il y a
des compétitions qui sont organisées, notamment là par l'ACCE, donc qui est l'Association pour la promotion de la communication pour l'emploi, qui réunit à peu près tous les acteurs qui travaillent sur le marketing et la communication RH depuis de très longues années. Et tous les ans, donc, il y a le prix de la créativité RH. Voilà, c'est quelque chose que nous, on apprécie parce que ça permet de célébrer des dispositifs créatifs, innovants, voilà, dans la communication et le marketing RH. Et ça célèbre le travail, la co-construction avec nos clients. Donc voilà, on est toujours très satisfait de lutter contre des fois des très grosses entreprises avec des projets de plus petites entreprises, mais qui sont plus créatives pour le coup. Et félicitations en Merci. tout cas. Alors, je vous propose de passer à la première partie. De quoi parle-t-on? Donc, vous le savez, aujourd'hui, on est tous réunis pour parler d'intelligence collective, de créativité en réponse aux enjeux RH actuels. Alors, peut-être que pour commencer, on pourrait redéfinir, poser les bases de ce qu'est l'intelligence collective, ce qu'est la créativité, et puis le coaching d'équipe également. Ouais, je pense que merci Manon. Je pense que c'est important de repositionner un peu les choses parce que peut-être vous en avez entendu parler, peut-être vous avez vécu un des trois items, mais c'est vrai que généralement on a tendance un peu à confondre. Alors l'intelligence collective, en fait, c'est la capacité d'un groupe à collaborer en combinant les compétences, les connaissances et les expertises de chacun de ces groupes. L'intelligence collective n'est pas naturelle. Un groupe est naturellement pas intelligent collectivement. Donc ça, il est nécessaire de mettre en place un cadre et des processus pour justement que l'intelligence collective puisse exister. Et notamment, dans ce cadre, il y a une unité de lieu et de temps nécessaire pour justement que l'intelligence collective puisse vivre. Le grand débat qu'on a vécu et qui a été vendu comme de l'intelligence collective à la suite de la crise des Gilets jaunes, les focus group où 99% de nos réunions ne sont pas de l'intelligence collective. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Les clés de l'intelligence collective, en fait, il y a quelques clés qui permettent de créer le contexte pour l'intelligence collective. Il y a tout d'abord une diversité des participants qui composent le groupe, qui va travailler l'intelligence collective. Voilà. La deuxième chose, c'est que dans ce groupe, il faut qu'il y ait une communication qui soit ouverte, voilà, qu'on puisse se dire les choses. Il faut qu'il y ait une culture de confiance et de respect partagée de chacun. Ça, c'est aussi important. Et enfin, là, on part sur les processus. Là, on était plus sur le climat d'intelligence collective, mais sur le processus, on va avoir besoin de méthodes pour, on va dire, initier et synthétiser efficacement l'ensemble des contributions de chacun des participants du groupe. Voilà. Donc ça, c'est l'intelligence collective. La créativité, alors c'est là où il y a la plus grande confusion. Généralement, on associe la créativité à l'art ou aux productions graphiques. En fait, ça n'est pas ça, la créativité. La créativité, en fait, il y a une définition qui est c'est la capacité à réaliser une production qui est nouvelle, donc innovante. L'innovation, c'est pas forcément une innovation destructive. Une innovation, c'est quelque chose qu'on fait de nouveau et qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, une production qui est nouvelle et qui est adaptée à un contexte dans lequel se manifeste cette solution. Donc ça, c'est la créativité. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous et toutes créatifs. Voilà, ça, faut en prendre conscience. C'est ce qu'on essaye de nous transmettre lorsqu'on a des accompagnements et des formations. Troisième outil et méthode, c'est le coaching d'équipe. Donc, le coaching d'équipe, c'est une pratique spécifique du coaching, une méthodologie d'accompagnement personnalisée qui va permettre à une équipe dirigeante, managériale, de projet ou opérationnelle, on va dire, d'optimiser, d'exploiter l'ensemble de son potentiel, voilà, dans le but d'optimiser justement les compétences collectives, voilà, de l'équipe, bien évidemment, mais aussi dans la recherche d'un plaisir de travailler ensemble. Voilà, si on peut définir le coaching d'équipe. Merci. Arnaud. Je me permets juste, avant de passer à la slide suivante, de revenir sur la créativité, puisque tu dis que tout le monde est créatif de base, mais du coup, ça veut dire qu'on peut gagner en créativité, enfin, c'est quelque chose qui se développe. La créativité, il faut imaginer un muscle, c'est comme si vous aviez un muscle de la créativité. Et en fait, on a tous ce muscle. Après, en fonction des contextes, que ce soit parentaux, donc familiaux dans lesquels on a évolué, dans l'école, des différentes entreprises ou des gens qui vous ont entouré, cette créativité, ce muscle, c'est plus ou moins développé. Et du coup, on n'est pas tous égaux par rapport à cette créativité, non seulement pour
le lâcher prise pour se permettre d'être créatif, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quels sont les canaux pour transmettre cette créativité. Là aussi, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui vont être par exemple plus à l'aise, qui vont être stimulés plus facilement par la musique. Voilà, ça va ouvrir le champ des possibles, ça va leur permettre de développer un imaginaire, mais ils vont le retranscrire par l'écrit parce qu'ils sont plus à l'aise, ils ne sont pas du tout musiciens. Voilà, je prends des exemples un peu classiques, mais l'idée étant qu'on peut travailler ce muscle, il faut travailler ce muscle, et j'en profite parce que j'ai écrit un article cet été sur l'impact de l'usage de l'intelligence artificielle dans nos vies. En fait, aujourd'hui, on va très facilement demander à ChatGPT des solutions créatives. Voilà. Ça va faire que si on donne cette possibilité à l'intelligence artificielle, on va ne plus travailler ce muscle. Et alors là, c'est catastrophique. Donc en fait, mon conseil, c'est plus on va y avoir d'IA et plus il est nécessaire de travailler la créativité individuelle, bien évidemment, et collective. Ok, merci beaucoup. Alors du coup, là, on a vu les différentes définitions de ce dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Sur cette slide, du coup, tu veux... Oui, alors comment nous, on utilise, parce que vous devez vous dire, mais comment, qu'est-ce qu'ils font avec ces outils, en fait, et pourquoi les enjeux RH, donc on va en revenir ensuite, mais on a initié les accompagnements des enjeux RH et corporate il y a 10 ans au sein de Calapa, notamment, en fait, dans la co-construction de ce qu'on appelle les principes fondateurs, qui peuvent être la raison d'être, les valeurs, la vision, la culture d'entreprise et la marque employeur, en utilisant ces outils. Donc, on est dans la co-construction de ces principes fondateurs. Il y a 10 ans, en fait, les COMEX étaient peu enclins à lâcher prise. Donc, en fait, quand nous, on a apporté cette méthodologie, par exemple, sur la marque employeur, on a été les premiers en France à initier il y a 10 ans une technique, une méthodologie 100% d'intelligence collective pour co-construire la marque employeur. C'est vrai que les COMEX avaient tendance à pas lâcher prise des entreprises. Aujourd'hui, en fait, les COMEX ont franchi un cap, donc elles ont de plus en plus, et on est très sollicité justement, et le marché, pour répondre aux enjeux qu'on va voir sociétaux, a pris conscience que l'intelligence collective était nécessaire, en tout cas l'intelligence collective, la créativité et le coaching d'équipe, pour construire ces principes fondateurs. Aujourd'hui, il y a encore quelques réticences, mais c'est notre but, vu qu'on a 10 ans d'expertise, de conseiller les COMEX. Effectivement, il y a encore quelques réticences sur la manière dont on redescend, en fait. Donc, on co-construit en intelligence collective, ça, les entreprises sont OK. Mais aujourd'hui, classiquement, elles vont redescendre ce qui a été co-construit de manière verticale par de la communication. Or, ça ne fonctionne pas, ou très peu. Voilà. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, on recommande à nos clients d'utiliser ces outils pour, on va dire, réaligner, redescendre, repartager avec les collaborateurs ces principes fondateurs qui peuvent être, encore une fois, les valeurs, la marque employeur ou d'autres items qui auraient été co-construits par le collectif. Merci Arnaud. Alors, j'en profite pour vous rappeler de ne pas hésiter à poser vos questions à Arnaud si vous en avez. Moi, je le fais au fur et à mesure, mais parce que je suis à côté, donc c'est plus facile. Mais vous pouvez utiliser la boîte à questions si vous souhaitez poser des questions. Sur cette slide, c'est bon, le discours parfait. Du coup, comme il n'y a pas de questions pour l'instant, on peut passer à la deuxième partie. Donc, on a... Une question, mais que faites-vous? On attend vos questions. Oui, n'hésitez pas, mais il faut toujours qu'il y ait une personne qui commence, qui se lance, qui se jette à l'eau, et après, ça va tout seul. Du coup, on a posé un petit peu les bases de ce qu'était l'intelligence collective et la créativité. Du coup, maintenant, on va parler des enjeux RH et de la façon dont ces deux outils peuvent permettre aux entreprises de les surmonter. Oui. En fait, alors c'est important de comprendre que c'est un peu le sens de l'histoire. Il y a 10 ans, quand on a commencé nous on est des communicants, donc on a pris conscience en fait qu'il y avait des changements sociétaux qui étaient déjà, ou des prémices qui étaient déjà là, et en fait que notre métier de communicant allait être un peu bouleversé, notamment dans tout ce qui est marketing, communication RH. Moi, ça fait 24 ans que je fais du marketing RH, donc j'ai commencé mon métier de communicant pour de la communication et de la marketing RH. Donc, et en fait, c'était une évidence, que l'intelligence collective, la créativité et le coaching allaient répondre à des enjeux sociétaux.
Le premier, en fait, ces 3 outils permettent de créer ou de recréer du lien. Et ça, c'est déterminant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque on recrée du lien, notamment en entreprise, entre les collaborateurs et les managers, entre les collaborateurs et les dirigeants, en fait, en recréant ce lien, on lutte contre un mal sociétal que vous devez tous connaître, à la fois dans notre vie de citoyen, mais aussi dans notre vie professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une défiance de l'autorité. Dans l'entreprise, ça se traduit comment? Plus le lien entre le collaborateur et le manager ou le dirigeant est grand, en fait, plus la défiance va être grande. Le problème, c'est que lorsque vous êtes dans un système, dans un climat de défiance, quelle que soit l'information que vous voulez transmettre à vos collaborateurs, en fait, elle va être biaisée du fait que les gens n'ont pas confiance, donc que ça soit positif, que l'information soit positive ou négative, en fait, les collaborateurs n'ont pas confiance. Donc la recréation du lien, ça permet de resserrer, quelle que soit la distance hiérarchique, c'est de recréer du lien humain pour justement lutter contre cette défiance de l'autorité. L'autre intérêt, et là aussi là pour le coup c'est un mal qui est catastrophique, c'est en fait la tension. Donc recréer du lien, ça va nous permettre de diminuer, je dis pas résoudre parce que c'est pas vrai, pas de fausses promesses, mais en tout cas ça permet de diminuer la tension qu'on est en train de vivre et qui s'est accélérée depuis le Covid entre le je et le nous. Aujourd'hui, on est dans une société où, en fait, on veut tous être reconnus pour nos différences, c'est-à-dire notre singularité, notre unicité. Et donc, du coup, lorsqu'on veut être reconnu et qu'on met l'accent, qu'on regarde que nos différences, du coup, on se désolidarise des autres, puisqu'en fait, lorsqu'on est concentré sur nos différences, on ne regarde pas ce qui nous rassemble. Et ça lutte un peu contre notre instinct grégaire qui est entre nous. On a besoin de faire corps, hein, c'est quelque chose qui est dans nos gènes depuis l'homme néandertal, parce que à l'époque, faire groupe, c'était une garantie d'une plus grande probabilité de survie. Donc l'instinct grégaire est directement lié à notre instinct primitif de survie. Et donc ça, c'est en nous. Et en ce moment, on est en train d'aller à l'opposé, c'est-à-dire qu'on veut être dans la personnalisation, de la surrevendication d'une unicité. Et donc, du coup, on capitalise et on est sur nos acquis. Je suis moi différent des autres. Et lorsqu'on est différent des autres, on s'oppose. Et ça, en sociologie, c'est très étudié à l'heure actuelle parce que c'est vraiment un profond mal sociétal parce que ça a des impacts directs sur notamment l'empathie. On a une empathie sélective, c'est-à-dire que on va, du fait de regarder nos différences, on va essayer de chercher des gens qui ont plus ou moins les mêmes différences. Donc, on est sur des plus petites communautés. On va être très empathique vis-à-vis de ces communautés-là. Et plus du tout, c'est pas moins, c'est plus du tout empathique vis-à-vis des autres. Et ça crée le délitement social qu'on peut connaître à la fois dans nos sociétés, mais aussi dans nos entreprises. Donc, recréer du lien via l'intelligence collective, la créativité et le coaching, ça permet de recréer ce lien social et ce lien dans l'entreprise. Merci Arnaud. Je me permets de prendre une question de la boîte à questions parce que c'est c'est le dernier de l'année 2023, soyons fous. Allez, on est freestyle aujourd'hui. Parce que c'est justement en lien avec ce que tu étais en train de dire sur le jeu versus le nous et les singularités de chacun. C'est Nathalie qui te demande, vous ne travaillez pas sur l'intérêt des différences, justement? Alors, Nathalie, je ne comprends pas forcément la question sur quel sujet c'est, mais en fait, il y a un intérêt de diversité, bien évidemment, puisque, par exemple, son intelligence collective ne fonctionne que par la diversité des membres qui la composent. Donc ça, c'est important, et on plébiscite la diversité, justement. Ça va être tout l'éloge que je vais en faire aujourd'hui, mais ça, c'est le parti pris de base, c'est qu'on prend des gens différents. Par contre, notre travail, c'est de trouver les points communs. C'est pas de mettre en exergue les différences. Voilà. Ok, merci. Petit aparté, terminé. Ok, mais n'hésitez pas, avec grand plaisir. Alors, on a vu que l'intelligence collective, ça permettait de recréer du lien, ça permet aussi de co-construire. Oui, c'est ça. Donc, l'intelligence collective, la créativité et le coaching d'équipe, ça permet de co-construire ensemble des solutions. On l'a vu sur les principes fondateurs, mais aussi sur des solutions classiques, qui composent
nos entreprises. Et à partir du moment où nous donnons la possibilité à des collaborateurs de devenir acteurs des solutions qui les concernent, en fait, on leur donne naturellement du sens à ce qu'ils font. Et donc là, en fait, co-construire via ces outils au sein des entreprises permet de redonner du sens. On sait, là, je pense que vous êtes tous nourris de cette quête de sens perpétuelle avec cette génération Y qui a été les prémices de cette quête de sens. On voit aujourd'hui que dans les sondages par rapport ou les enquêtes, la quête de sens remonte dans les top 3 de l'intérêt à rejoindre une entreprise. Donc voilà, co-construire permet bien évidemment de redonner du sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque on co-construit des solutions et qu'on les met en pratique, puisque le but du jeu, c'est de co-construire des solutions, mais qui soient implémentables, qui soient mises en place au sein des entreprises, bah, en fait, on réduit le désengagement. Donner du sens, ça permet de réengager, mais c'est aussi la capacité du coup, de faire partie prenante de l'entreprise. À partir du moment où on co-construit, on me demande, moi, de co-construire, par exemple, l'organisation du travail ou un onboarding ou comment on peut recruter des personnes. Alors que je ne suis pas au RH, je suis manager ou je suis collaborateur. Mais en fait, j'interviens sur des sujets qui sont transverses à l'entreprise, qui ne concernent pas mon métier, mon équipe, mais qui sont transverses. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, je fais corps avec l'ensemble de l'entreprise et pas juste moi, mon équipe, mon département. Merci Arnaud. Un troisième enjeu. Oui, alors, lorsqu'on travaille sur l'intelligence collective, la créativité et le coaching, je vais faire comme Gad Elmaleh quand on parle d'avion. Quand je vais parler des trois, je vais faire comme ça. Pour éviter de répéter, je pense que j'ai... Sens-toi libre. C'est ça. En fait, lorsqu'on utilise ces trois outils-là auprès d'un collectif, on va travailler, on va dire, des compétences, des savoir-faire et des savoir-être individuels, au niveau individuel, notamment sur la confiance. Lorsque vous co-construisez, lorsque vous participez à trouver des solutions qui vous concernent, en fait, vous vous rendez compte, c'est le côté, on est tous créatifs, qu'on a en fait en nous les ressources individuelles pour répondre à des enjeux, pour répondre à des problématiques. Donc, on a déjà une première prise de conscience individuelle. Moi, je suis en capacité de réfléchir et de trouver des solutions. Il y a aussi une prise de conscience collective. Collective, c'est-à-dire nous sommes capables de trouver des solutions, mais aussi je peux faire confiance au collectif pour que nous trouvions des solutions ensemble à des enjeux que nous rencontrons. Cet item de la confiance, il est déterminant pour gérer l'incertitude. On est dans une société où donc il y a le terme VUCA, mais aussi maintenant le terme banni, avec cette notion de la fragilité, donc le fait que l'incertitude crée de la fragilité. On peut pas garantir une chose qui est valable aujourd'hui, demain ne peut ne plus exister. Donc il y a ce côté non seulement incertain, mais aussi fragile. Travailler sur la confiance, c'est aborder l'incertitude, non pas en stress, on en parlait auparavant, non pas avec le stress, mais en se disant, j'ai les ressources, ou nous avons les ressources pour trouver des solutions. Ok, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais pas de problème, individuellement ou collectivement, on a les ressources pour trouver des solutions. Et là, la certitude n'est plus subie, le changement n'est plus subi, il est accompagné. Voilà, on a la confiance dans nos capacités à répondre à ces enjeux. Donc voilà, travailler l'intelligence collective, la créativité et le coaching d'équipe, ça permet de travailler et d'accompagner le changement. Merci Arnaud. Quatrième enjeu et dernier enjeu d'ailleurs dont on va parler aujourd'hui, oui. Confronter les points de vue. Oui, alors c'est aussi la base de ces trois méthodes, c'est de la confrontation des points de vue. Puisque, encore une fois, je l'ai dit, une des clés de l'intelligence collective, c'est justement la diversité des participants qui composent le groupe. D'accord ? Donc, dans cette diversité, on va justement multiplier les points de vue. Le but du jeu, c'est de multiplier les points de vue. Pourquoi ? Parce qu'en multipliant les points de vue, on va multiplier les biais cognitifs. Et en multipliant les biais cognitifs, ils ont tendance à s'annuler. Voilà, c'est un effet
qui a été prouvé notamment par des études scientifiques au MIT sur l'intelligence collective. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous référer à ces études. Alors, ça part du principe qui est le suivant, c'est que nous sommes tous et toutes avec ce qu'on appelle une vision sur un problème qui est partielle et partiale. Alors, partielle parce qu'on ne regarde le problème que par les interactions qu'on a avec lui. L'exemple le plus simple, vous avez un voisin, vous êtes au premier étage qui fait du tapage nocturne tous les soirs, bah forcément vous vivez le problème différemment que votre voisin du second, qui n'a pas la même nuisance. Donc, du coup, vous regardez le problème avec la même vision. Votre vision, elle est partielle. Et enfin, elle est partiale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous faits de biais cognitifs, à la fois en entrée d'information et à la fois en analyse. Et donc du coup en restitution. Et c'est bien d'avoir des biais, il ne faut pas être contre ces biais-là, au contraire, c'est ce qui nous caractérise, il faut juste en prendre conscience. Et donc du coup, lorsqu'on regarde un problème, et ben, c'est pour ça que le débat, on dit souvent que le débat ne sert à rien, le débat tue les idées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce ne sont que des affrontements de visions qui sont partielles et partiales. Et c'est exactement l'image qui est représentée sur le slide, c'est que en fonction du point de vue que vous allez soit avoir un carré, soit avoir un rond, et en fait, c'est un cylindre. Et ça n'a rien à voir. Et en fait, on peut parler, la personne qui voit le carré et la personne qui voit le rond peuvent parler pendant des heures, débattre pendant des heures. En fait, jamais être d'accord. Elles ne vont jamais être d'accord. Donc, l'intelligence collective, c'est ne pas être dans le débat, c'est confronter justement toutes les diversités et d'arriver à trouver un consensus fort, justement, une réponse qui soit forte, qui permet justement d'embarquer la diversité des points de vue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'une solution est justement co-construite via ces outils, elle est efficace. Pourquoi elle est efficace? Parce qu'il n'y a pas d'effet de bord. Je ne sais pas si vous êtes sensible, mais au biais d'expert, un expert, en fait, il a une vision qui est très forte sur un tout petit sujet, versus un utilisateur, par exemple, qui a du même sujet, mais qui aura moins de connaissances, moins d'expertise, mais qui aura une vision plus globale. Donc, les effets de bord, c'est généralement les experts qui se mettent dans un coin, consultent pas les utilisateurs, qui n'ont pas une pensée systémique, qui vont eux réfléchir par les biais qu'ils ont, avec leur expertise qui est très forte, mais qui du coup ne va pas bien se mettre en application. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets de bord, il y a des choses qu'ils n'avaient pas vues, justement parce qu'ils ont leur biais de l'expert. Donc, une solution qui est issue de ces outils, l'intelligence collective, la créativité et le coaching d'équipe, va être une solution qui va être efficace parce qu'il n'y a pas d'effet de bord. Voilà, il y a l'ensemble des parties prenantes qui vont co-construire cette solution et elle est implémentable plus facilement, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de résistance, parce que toutes les parties prenantes ont collaboré à l'émergence de cette solution et elles ont donné leur aval. Donc en fait, elles sont facilement implémentables. Merci Arnaud. J'ai une petite question, puisqu'on parle de confronter les points de vue, mais en entreprise, ça peut parfois être compliqué, dans le sens où après, tout dépend des situations, des circonstances, mais ça demande quand même une qualité, une capacité d'écoute de l'autre et pas vouloir avoir raison tout le temps. Enfin, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à mettre en place. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce n'est pas naturel. Nous ne sommes pas naturellement collectivement intelligents. Voilà. C'est vraiment, ça nécessite un cadre des process, notamment prendre conscience déjà qu'on a tous une vision partielle et partiale, donc que les débats, ça ne fait avancer en rien les solutions. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est prendre conscience, par exemple, de la dissociation des temps. Donc, quand on a préparé l'émission, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes capable d'inspirer et d'expirer en même temps? Je ne pense pas. Sauf si vous êtes mutant, normalement, vous êtes incapable d'expirer et d'inspirer. Et pourtant, on demande à notre cerveau de faire la même chose, c'est-à-dire de chercher des solutions et de les sélectionner. On regarde, en tout cas, de les analyser. Ce sont deux systèmes neuronaux qui n'ont rien à voir. En fait, il faut être dans la dissociation, c'est-à-dire qu'il y a des temps où on va explorer le champ des possibles, donc on va explorer les solutions. Et il y a un temps où on va les analyser, les sélectionner. Et c'est deux temps qui ne peuvent pas être concomitants. C'est des temps qui sont séparés, c'est la dissociation des temps. Donc, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est facile en entreprise, parce qu'encore une fois, depuis qu'on est enfant, on a été conditionné, notamment en France, on a un pays du débat, on adore débattre. Voilà, donc, et il y a des jeux
de hiérarchie, de pouvoir en entreprise qui sont aussi présents. Donc, c'est tout une expertise des métiers des facilitateurs en intelligence cognitive, en créativité ou des coachs d'équipe, justement, d'arriver à créer des cadres qui permettent, justement, même au sein d'entreprise, de créer les conditions pour faire émerger ces dynamiques d'intelligence collective, de créativité et de coaching. Merci Arnaud. Alors, ce coup-ci, on a plusieurs questions. Alors, la première, donc celle-ci, juste pour te remettre un petit peu dans le contexte, c'était une question qui a été posée au tout début, donc je pense qu'il concerne la première partie et le moment où tu parlais de la façon dont vous accompagnez les clients pour... sur la réticence, du coup, je la lis pour les autres. Avant de te laisser répondre. Donc, c'est une question de Evelyne Diop qui te demande comment arrivez-vous à convaincre les clients ou les formés réticents. Bonjour Evelyne. Alors en fait, on essaye de leur démontrer déjà par tous les projets qu'on a déjà mis en place, mais c'est vrai que il y a deux principales résistances. La première, c'est le lâcher prise. Donc, elles ont du mal, notamment sur la marque employeur. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la marque employeur. Pendant les 15 premières années, 99% des marques employeurs qu'on proposait à nos clients étaient retoquées parce qu'il y a une différence entre la vision d'un COMEX sur sa culture d'entreprise, sur sa marque employeur versus ce qui est vécu par les collaborateurs. Et nous, quand on faisait bien notre travail, c'était retoqué. Dans le COMEX, disait non, nous, on est comme ça. Donc, il y a un premier frein qui est la réticence à lâcher prise. Ça, on n'a pas énorme. On essaie des fois, on se prend des murs. Hein. On essaie des fois de démontrer par A plus B de manière très scolaire même, quasiment l'efficacité d'un parcours en intelligence cognitive. Il n'empêche qu'il y a des gens qui ne lâchent pas prise et en fait, il vaut mieux pas aller sur un process avec eux dans ces conditions-là parce qu'on sait que de toute manière, il n'y a rien de pire que initier un travail d'intelligence collective qui au final va être retravaillé derrière parce que le COMEX ne veut pas lâcher prise. Donc ça, c'est le premier point. Et donc du coup, si on n'arrive pas, on n'arrive pas et tant pis, c'est peut-être une question de maturité ou des fois de personne. La deuxième grosse réticence, elle est souvent sur une perception de temps qui fait que, en gros, on a l'impression que ça va prendre plus de temps et c'est faux. C'est juste une perception, c'est un ressenti, c'est comme la température, c'est un ressenti, mais au final, on gagne du temps dans l'implémentation des solutions et on gagne du temps parce que les solutions sont efficaces. Parce qu'encore une fois, co-construites par l'ensemble de l'écosystème. Voilà. Donc, comment on essaye de démontrer ça? Merci Arnaud et merci également Evelyne pour votre question. On a une autre question de Clara qui te demande est-ce que l'évolution de la mentalité côté COMEX n'est pas aussi liée au turnover qui laisse la place aux plus jeunes générations qui sont plus ouvertes à l'intelligence collective? Alors ça, je pense que c'est un biais. Bonjour Clara. Ça, je pense que c'est un biais de penser que les jeunes générations sont plus ouvertes à l'intelligence collective. Moi, je donne énormément de cours dans des écoles. Et j'ai pas forcément des gens qui sont, c'est des jeunes, les étudiants, qui ils sont pas plus ouverts à l'intelligence collective que les anciennes générations. Donc je pense que c'est pas tant un problème générationnel, je pense que c'est plus un problème d'évolution et que les COMEX, en tout cas, se rendent compte que même dans leur vie de clients, citoyens, en fait, la verticalité ne fonctionne plus telle qu'on la connaissait. Et donc du coup, ces outils-là permettent d'avancer et de ne pas subir les choses. Enfin, c'est plus ça qui est le déclencheur. Merci Arnaud et merci Clara pour votre question. Alors, je propose de prendre une dernière question et puis de passer à la prochaine partie. Et puis, si on a le temps, on reviendra sur les questions qui sont déjà présentes. Ouais. Ça te va? Alors, prenons celle-là. Comment aller de la créativité qui est individuelle et personnelle vers l'intelligence collective qui est de l'ordre du groupe collectif? Bonjour Mamadou. Comment de la créativité qui est individuelle et personnelle vers l'intelligence collective qui est de l'ordre du groupe, en fait, on a tous des processus en fait qui permettent justement de faire en sorte qu'individuellement les personnes se sentent en capacité de ne pas se censurer. Donc voilà, il y a aussi des techniques qu'on utilise lorsqu'on est facilitateur de la créativité
qui sont tout ce qu'on appelle les rebonds créatifs. Il faut savoir que lorsqu'on vous demande à tout à chacun, hein, même moi le premier, hein, je m'inclus, de trouver des solutions, en fait, allez, les 7 à 10 premières minutes de réflexion, en fait, tout ce que vous avez en tête, nous, c'est ce qu'on appelle la purge. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des idées que vous avez déjà entendues, auxquelles vous avez déjà réfléchi, et c'est pas forcément des idées ultra innovantes. Par contre, c'est des idées implémentables très facilement, ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en place dès demain. Nous, quand on fait de la créativité, on va essayer d'aller chercher des idées qui sont un peu des idées magiques, c'est-à-dire que ces idées, on dit ah, ce serait génial, mais ne rêvons pas. Voilà. Donc, on va chercher ça. Donc, en fait, c'est tout un des allers-retours entre permettre que la créativité individuelle puisse on va dire, se développer, voilà, ça c'est un premier point. Faire en sorte que les rebonds créatifs viennent aussi des autres, parce que quand on écoute les idées des autres et qu'on ne la juge pas, en fait, ça va nourrir notre cerveau et on va pouvoir proposer de nouvelles choses. Voilà, donc c'est des temps individuels, des temps collectifs qui permettent justement d'être créatifs collectivement. Merci Arnaud, merci Mamadou pour votre question. Alors, on peut passer à la troisième partie qui concerne les genres d'application, en gros les solutions qui peuvent être déployées en entreprise. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu les trois grands chantiers que nous on utilise, dans lesquels on utilise l'intelligence cognitive, la créativité et le coaching d'équipe. Le premier, effectivement, c'est la co-construction de marque employeur qui soit authentique et créative. Encore une fois, ça fait 20 ans que je suis dans la marque employeur. Encore une fois, j'ai dit 99% du temps, on était retoqué. Et en fait, c'était une souffrance quand dans nos métiers. Pourquoi? Parce que la marketing RH a longtemps été décriée. Pourquoi? Parce que la première cause d'une rupture d'un CDI en période d'essai, c'était le non-alignement entre la promesse de la culture de la marque employeur et ce qui était vécu. On n'est pas sur les missions, mais vraiment sur la culture. Donc, effectivement, comment on fait pour arriver à créer, à faire émerger des marques employeurs qui soient authentiques, réelles, voilà, et qui puissent être créatives, c'est-à-dire innovantes, encore une fois. Donc ça, nous, on a, il y a 10 ans, créé toute une méthodologie en intelligence cognitive et on fait travailler en même temps, le même jour, ce qu'on appelle l'écosystème d'une entreprise de la marque employeur, c'est-à-dire des membres du COMEX, des membres de la direction des ressources humaines, des membres de la direction de la communication, des managers, des collaborateurs, 10% de collaborateurs de moins de 3 mois, parce qu'ils sont assez intéressants, ils ont vécu à la fois l'expérience candidat et l'onboarding et l'expérience collaborateur. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes internes de l'entreprise, mais il y a aussi les parties prenantes externes qui sont toujours oubliées, que nous, on pense que c'est une erreur de les exclure. Ce sont les cabinets de recrutement. Pourquoi? Parce que c'est le premier ambassadeur de la marque employeur lorsqu'on utilise un cabinet de recrutement. Ce sont les organismes de formation qui développent les compétences et donc du coup l'employabilité et donc du coup qui participent à la marque employeur. Donc ça, toujours dans les parties prenantes externes, ça va être des candidats si on a la possibilité. Et dernière chose, les clients. Pourquoi? Okay. Parce qu'on ne peut pas parler de symétrie des attentions. Et au moment où on construit, donc symétrie d'attention, plus plus un collaborateur est épanoui dans une entreprise, plus sa relation client est épanouie. Voilà. On ne peut pas parler de symétrie des attentions et au moment où on fait la marque employeur, laisser le client de côté. Non, le client, il vit dans sa relation client, il vit la marque employeur, il vit la culture de l'entreprise. Et on fait travailler, on fait co-construire toutes ces parties prenantes ensemble afin d'arriver à une marque employeur, encore une fois, qui soit authentique et créative. Et ça, à chaque fois, donc là, vous avez une campagne de Célio avec la signature de la plateforme de marque employeur qui est le C'est possible, qui a permis de faire plus de 70% de candidatures reçues sur les offres, sur une marque commerciale qui est déjà existante, et donc qui nous permet de faire un avant-après. Donc là, voilà, ça c'est l'utilisation d'intelligence cognitive et de la créativité sur la marque employeur. Le deuxième grand item sur lequel on travaille, ça va être l'alignement justement entre votre marque employeur et l'expérience collaborateur. Dans toute la chaîne de l'expérience collaborateur. Un exemple, vous avez une marque employeur où vous venez de la travailler, vous l'avez, mais voilà, vous vous dites, en fait, l'onboarding, alors dans l'onboarding, il y a le pré-onboarding, mais on va prendre classiquement le onboarding. Comment on fait pour délivrer notre promesse employeur
qu'elle soit la plus forte possible, vécue de la manière la plus forte possible dès le onboarding. Mais en fait, nous, on ne va pas arriver en disant, ah, voilà ce qu'il faut faire. Non, on va dire, il faut réfléchir en intelligence collective. C'est-à-dire qu'on va réunir les RH, on va réunir des managers, on va réunir des collaborateurs qui ont vécu les anciens onboarding, d'accord, et on va faire travailler ces personnes à des onboarding. Pourquoi? Parce qu'il y a un onboarding générique, les must-do de l'entreprise, de l'organisation. Et puis, en fait, c'est pas la même chose on accueille un comptable dans l'entreprise que lorsqu'on va accueillir un développeur informatique, que lorsqu'on va accueillir, en fait, il y a des spécificités à la fois d'équipe, métier et d'attente qui sont différentes, ces spécificités. Et donc, du coup, il faut construire des onboardings qui soient spécifiques, créatifs, mais qui répondent, on va dire, à cette promesse de marque employeur. Donc ça, c'est vraiment le deuxième gros item. Et troisième gros item, là, on est l'accompagnement au changement des transformations. Donc ça va aussi bien sur, on veut réorganiser le travail en hybride, les déménagements, assez bons sur les déménagements, sur la conduite du changement du déménagement, sur tout ce qui va être transformation managériale, comment on fait en sorte de transformer notre management, notre codir, voilà, toutes on va dire, ces pans de la transformation de la communication, à la fois RH, mais aussi transverse, et souvent les RH sont à l'initiative de ces transformations. Merci Arnaud, c'est très clair. Allô. Je pourrais parler des heures, mais le temps tourne. Mais c'est bien, tu gères très bien le temps, j'ai même pas besoin de te couper, c'est parfait. Alors, on a le temps de prendre quelques questions. Alors, on a une question de Pierre qui te demande, au niveau recrutement, les candidats se plaignent de la faiblesse de communication des RH, qui est voire inexistante, et aussi la créativité et le retour au bon sens ne peuvent-ils pas répondre à ce constat récurrent? En gros, est-ce que la créativité et le retour au bon sens peuvent aider au niveau du recrutement? Bonjour Pierre. Oui. Oui, alors la créativité, c'est processus de recrutement. À ce moment-là, oui, on peut faire réfléchir les RH à justement trouver des solutions pour répondre à ce défi. Donc oui. Merci Arnaud pour ta réponse. Alors, on a une question de Laurent qui demande pourquoi ne pas étendre les champs d'application à la prise de décision stratégique, la construction d'une stratégie, d'une nouvelle organisation, d'une roadmap, etc. Oui, c'est tout à fait possible. Là, j'en ai pas forcément parlé parce qu'on est plus sur un univers RH. Mais nous, on accompagne des entreprises sur la définition de leur stratégie, leur vision à long terme. Sur les nouvelles organisations, on a par exemple accompagné le CNRS sur l'organisation du travail hybride. Voilà, ça c'est possible. Et sur une roadmap, bien évidemment. Alors nous, on a des processus, lorsqu'on travaille sur des roadmaps, qui sont des processus de rétro-planning. Et 99% des fois, lorsqu'on a les gens qui ont soi-disant été formés en rétroplanning, ne savent pas faire un rétroplanning, parce qu'un rétroplanning, je vais partager avec vous ce secret, c'est comme si vous mettiez Netflix et que vous faisiez rewind à vitesse 1. Et les gens, généralement, quand ils font un rétroplanning, ils mettent 4 grands échelons et après ils remplissent à l'intérieur. Non, c'est pas comme ça qu'on fait un rétroplanning. On part du moment où il y a le succès et on fait rewind à vitesse -1. Et on doit être très exhaustif. Et c'est dans cette partie d'exhaustivité qu'on va embarquer toutes les difficultés possibles et on va du coup imaginer tous les scénarios pour justement pas prendre de retard et garantir le succès du projet. On a également une question de Frédéric que je trouve intéressante. Donc, il pose un petit peu de contexte d'abord. Faire émerger en intelligence artificielle collective, des bonnes pratiques pour aligner l'expérience collaborateur et la marque employeur, c'est indispensable, mais cela nécessite de faire changer des comportements. Comment vous y prenez-vous pour cela? Parce que c'est souvent la partie la plus compliquée. Oui, alors
là, on est sur la partie implémentation. Imaginons, on a trouvé une nouvelle solution pour l'alignement et comment on fait changer. Bah ça, là, on est plus sur la partie coaching d'équipe. Et notamment, on vient d'accompagner Audica sur une transformation managériale, sur ce que sont les comportements WIME. Donc, c'est l'échelle des comportements. Je vous invite si vous êtes intéressé, à regarder ce que c'est l'échelle des comportements. En gros, notre cerveau est fait que quand on est mis dans une situation où il y a une co-responsabilité ou qu'on est responsable, notre cerveau naturellement va être dans une posture oui mais j'avais pas le temps, oui mais, donc il peut être dans la justification, il peut être dans l'accusation, il peut être dans le déni, il peut être dans l'ignorance, on va dire consciente. J'ignore consciemment que c'était pas vrai, et ça en fait ça crée un cercle vicieux. Donc là, on a accompagné, par exemple, le top 100 des managers de DICA, justement, à prendre conscience qu'on est naturellement, notre cerveau, dans cette posture-là, et que la différence entre un enfant, par exemple, et un adulte, c'est que l'enfant, lui, va penser comme ça, agir comme ça. Un adulte, normalement, il a le recul pour dire « je vais pas agir comme ça », et je vais être plutôt dans une posture du « oui et ». Oui, j'entends ce que tu me dis et voilà ce que je te propose, et être dans des solutions qui peuvent être palliatives, des solutions créatives. On va arrêter de faire ça. Par exemple, j'arrive toujours en retard. Mon équipe est toujours présente aux réunions et moi j'arrive avec 10 minutes de retard. C'est qu'il y a un problème. Donc en fait, comment je règle ça? Donc ça peut être du palliatif à l'instant T, mais ça peut être aussi on crée de nouvelles choses et j'arrête de me coller des réunions les unes après les autres, par exemple. Voilà, donc je suis d'accord avec vous, Frédéric. L'idée, là, effectivement, c'est de changer les comportements et notamment souvent avec du coaching. Merci beaucoup Arnaud pour ta réponse. Merci également à Frédéric pour votre question. Alors je sais qu'il y a encore des questions. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Comme tu disais tout à l'heure, on pourrait en parler pendant des heures. Mais moi, j'ai encore 2 petites questions pour toi pour conclure. Ton coup de cœur et ton coup de com'. Si tu veux, on peut commencer par ton coup de com'. Alors, mon coup de com', avec grand plaisir. On vient de lancer la fresque de l'intelligence artificielle pour les RH. C'est un atelier, si vous avez déjà été, si vous avez la fresque de la diversité ou la fresque du climat, c'est un peu sur les mêmes mécaniques d'intelligence collective, donc qui permet d'appréhender quels vont être les impacts de l'IA et des IA génératives sur la chaîne de valeur RH. Voilà, donc c'est un atelier qu'on peut faire soit en intra-entreprise, soit en inter-entreprise. Voilà, donc je crois qu'il y aura un lien qui présente. Oui, le lien est dans le chat. Voilà, super, c'est magnifique. Le site est en construction, donc on vous a mis le lien vers la page LinkedIn où on mettra toutes les informations en attendant que le site puisse sortir. Voilà, ça c'est le premier point. Et ça, c'était mon coup de com'. Donc je vous invite, voilà, parce que l'IA va vraiment révolutionner la chaîne de valeur RH et le métier des RH en tant que tel. Donc, je vous invite réellement, voilà, notre but, c'est vraiment de sensibiliser et non, encore une fois, de ne pas subir le changement, mais d'accompagner et de co-construire des stratégies justement RH en intégrant les IA génératives. Et ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, moi, je reviens d'une année sabbatique et j'ai visité le Guatemala. Et voilà, donc rien à voir avec les RH, rien à voir avec l'intelligence collective, mais vraiment un pays que je vous invite à découvrir. C'est un pays magnifique où, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, il y a des problèmes d'insécurité, mais juste à Guatemala City, qui est la capitale et qui concentre toute la violence. Mais le reste du pays, c'est ultra safe. Moi, j'ai perdu mes cartes de crédit et mon portefeuille. Une heure après, je suis revenu à l'endroit où j'avais perdu, on me l'a donné. J'ai perdu un drone, on me l'a donné. Je me baladais avec ma voiture personnelle immatriculée française sur les routes du Guatemala. Je n'ai jamais eu aucun souci. Vous arrêtez, il y a des toilettes dans toutes les stations qui sont propres. C'est un pays juste extraordinaire, d'une beauté, avec 2 façades maritimes, façade pacifique, façade atlantique, voilà, avec des volcans, des lacs. Enfin voilà, c'est un pays extraordinaire. Je vous invite à découvrir. En tout cas, ça donne envie. Je savais pas quoi faire pendant les congés de Noël. Et merci beaucoup, Arnaud, de ta présence. Merci à vous. S'il y a des questions, moi, bien évidemment, vous pouvez me contacter et je y répondrai avec grand plaisir. Y compris pour vous faire un road trip au Guatemala, je peux vous prévoir des étapes. Oui, en effet, vous avez l'adresse mail, le numéro de téléphone d'Arnaud si vous souhaitez le contacter ultérieurement pour en savoir plus. Merci beaucoup à tous. Moi, je vous donne rendez-vous le 11 janvier prochain, en 2024, pour une nouvelle année, pour un nouveau webinaire également.
je recevrai Myriam Etier, qui est Product Marketing Manager chez Cégide, et on parlera du suivi de performance des collaborateurs. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous, à toi également, Arnaud. Merci Manon et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Et à très bientôt. Au revoir.